J'ai le plaisir de vous présenter Marc Brillat-Savarin. À dire vrai, j'ai appris votre existence grâce à l'excellent réseau professionnel LinkedIn, dont nous sommes tous les deux des adeptes. Vous êtes ingénieur des eaux et forêts de formation. Vous exercez aujourd'hui comme expert arboricole et paysagiste indépendant. Et si je vous ai invité aussi, c'est parce que vous avez déjà, malgré votre assez jeune âge encore, une riche expérience. Vous avez d'abord travaillé à l'Office national des forêts, puis à la direction des parcs et jardins de la ville de Paris, où je crois que vous avez contribué à beaucoup de plans de gestion. Et vous avez aussi rejoint le secteur privé. Vous êtes extrêmement passionné par le patrimoine, ce que vous postez sur LinkedIn en témoigne. Et il est clair que vous désirez œuvrer à la sauvegarde des parcs historiques. Vous avez donc fondé en 2014 votre propre entreprise qui porte votre nom, Brillat-Savarin Paysages, basée à Angers. Et à ce titre, vous travaillez donc sur des projets de création et de restauration de jardins qui sont publics ou privés. Vous êtes vraiment un des référents français dans ce domaine de l'arbre et du paysage. Et c'est à ce titre que vous êtes souvent convié pour assurer des missions de formation. Je pense à ce que vous avez fait par exemple au domaine de Chaumont-sur-Loire, qui, on le sait peu, est un bon organisme de formation professionnelle, à l'école du paysage d'Angers. Et vous avez aussi à cœur une forme de vulgarisation, au très bon sens du terme, par exemple pour la demeure historique, ou encore la Société nationale d'horticulture de France. Je vous cède maintenant la parole, cher Marc. Bonjour à tous. Merci Emmanuel pour cette introduction. Donc vous avez effectivement rappelé que si aujourd'hui j'interviens plutôt dans le monde du paysage et des jardins, je suis issu d'une formation forestière et donc qui explique mon attachement premier et particulier avec les arbres. Alors j'ai la mission maintenant, pendant quelques minutes, d'évoquer avec vous les plantations d'arbres, donc les tenants et les aboutissants d'une plantation d'arbres. Qu'est-ce que cela implique en termes de réflexion préalable, ensuite en termes de mise en œuvre et de suivi durant de longues années. Donc effectivement, en partant d'un constat, Emmanuel l'a rappelé, aujourd'hui donc l'arbre est très à la mode. On parle beaucoup des arbres, tout le monde en plante ou veut en planter, de plus en plus, un peu partout, ce qui en soi est une bonne chose, d'introduire des arbres dans les jardins. Il y en a toujours eu, en milieu urbain aussi, on en introduit de plus en plus. Et malgré tout, quand on creuse un peu, sans mauvais jeu de mots, quand on creuse un peu, on se rend compte que l'arbre est quand même assez méconnu, notamment de nombreux concepteurs ou de nombreux décideurs qui vont lancer des projets de plantation, choisir des essences. Alors les interventions de mes collègues, les interventions précédentes, apportent un cinglant démenti à ce que je vous dis, parce qu'effectivement, eux qui viennent aussi du monde des jardins connaissent les arbres, mais globalement, je constate de grosses lacunes dans la connaissance des arbres. Alors que d'un autre côté, depuis 30 à 40 ans, on a vraiment beaucoup progressé dans la connaissance de l'arbre, sa biologie, son comportement en milieu naturel. Et donc effectivement, ces recherches sont plutôt le fait de forestiers ou d'écologues. Et comme on a des disciplines qui sont très cloisonnées, c'est toutes ces connaissances, ces avancées scientifiques sur l'arbre ont beaucoup de mal à infuser, à transiter vers le monde du paysage, de l'urbanisme, de l'aménagement de l'espace public, voire des jardins. Et donc mon objectif, modestement, c'est d'y contribuer un petit peu durant ce temps et essayer de vous présenter en 10 points. Donc je vais organiser mon exposé en 10 points, 10 punchlines, un peu pour essayer d'être concret et un peu percutant, pour faire quelques rappels, pour aussi essayer d'écorcher quelques idées reçues ou peut-être plus radicalement essayer de mettre au jour certaines contre-vérités ou mensonges. Voilà. Donc premier point, un rappel qui peut paraître relativement trivial, l'arbre n'est pas citadin.
Malgré tout, même si ça peut paraître un peu simple, un peu simpliste, quand on se rappelle d'où vient l'arbre, on travaille différemment. Peut-être on est aussi un petit peu plus humble et modeste dans les projets, ou disons dans le rapport et la place qu'on va donner à l'arbre, ou en tout cas la place que l'homme se réserve aux côtés de l'arbre, plutôt, j'allais dire, y compris sur la conception, mais aussi en termes de communication autour de l'arbre. Donc l'arbre n'est pas citadin, effectivement, on l'introduit en ville, qui peut même être un milieu hostile pour lui, puisque dans la nature, l'arbre, rappelons-nous, vit au sein d'un milieu donné, que les écologues vont appeler un biotope, on l'évoquait tout à l'heure, ce mot a été cité par Isabelle. Les forestiers parlent de station, en fait, qui regroupe l'ensemble des caractéristiques physico-chimiques d'un milieu, le sol, le climat, l'exposition. Et donc les différentes essences sont chacune inféodées à un milieu donné, avec une amplitude plus ou moins large, mais globalement ils ont un tempérament, ils sont adaptés à tel type de paysage naturel, tel type de milieu, un fond de vallon, un éboulis rocheux, que sais-je. Et ça, malheureusement, c'est quelquefois un petit peu oublié, parce que quand on va introduire l'arbre en milieu urbain, quand on se rappelle d'où il vient, on plante beaucoup plus intelligemment et on sélectionne souvent de bien meilleures essences pour l'endroit considéré. Après notre biotope, effectivement, l'arbre ne vit pas tout seul, il vit au sein d'une communauté d'autres organismes vivants, d'autres êtres vivants, la biocénose, donc l'ensemble formant l'écosystème. Bon. Voilà vraiment ce qu'est un écosystème, même si ce mot est aujourd'hui aussi très à la mode, et je vois qu'il infuse dans le milieu professionnel. Bon, voilà, un biotope plus une biocénose, voilà ce qu'est un écosystème. Et donc cette communauté donne lieu à des associations végétales qui sont très bien connues et très bien documentées. Et de même, pour le choix des essences, on peut créer des compositions en essayant d'associer des essences d'arbustes et d'arbres qui sont naturellement, qui coexistent naturellement. Et on sait aussi aujourd'hui qu'il y a vraiment des liens au niveau racinaire, au niveau de collaboration, voilà, entre les végétaux au sein d'un milieu. Un autre aspect qui est aussi quelquefois peu évoqué, c'est effectivement, on pourrait penser que toutes les essences d'arbres coexistent dans un paysage au même moment. En fait, il n'en est rien, puisque les arbres ont chaque essence d'arbre a des stratégies différentes, et donc intervient à un moment donné d'une succession végétale, quand vous partez d'un milieu ouvert jusqu'à une forêt à maturité. Donc on a toute une succession avec progressivement une fermeture du couvert, l'installation d'arbrisseaux, d'arbustes, de petits arbres pionniers, ensuite des peupliers, des bouleaux, des essences de lumière qui se reproduisent très vite, qui sont peu longévives, mais qui meublent et qui préparent des conditions adaptées pour des essences forestières plus durables, puis les chênes, puis les hêtres. Voilà, donc on a toute une succession, et donc qui nous renseigne beaucoup aussi sur le tempérament des arbres, sur leur longévité, sur la qualité de leur bois. Donc ça, c'est aussi une donnée intéressante. Alors vous voyez autant de conditions écologiques qu'il est illusoire de prétendre reproduire à l'identique et concentrer sur la surface d'un jardin ou d'une surface de faible superficie, ou a fortiori dans une fosse de plantation, dans le cadre d'un alignement notamment. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais on part du principe que de toute façon, même si on fait au mieux de la technique actuelle, on ne pourra jamais égaler les conditions d'installation d'un arbre en milieu naturel. Donc, ça appelle déjà une certaine humilité qui est intéressante. Alors bien sûr, ensuite, fort de toute cette connaissance, installer le bon arbre au bon endroit, ou au moins pire. Par endroit, on sait que ça ne sera jamais idéal. Alors bien sûr, c'est adapter, connaître, faire une analyse précise d'un site, et la faisons-nous systématiquement, cette analyse de site. Quel est l'espace aérien disponible pour que l'arbre puisse se développer correctement? Quel est l'espace souterrain? Aujourd'hui, on a beaucoup aussi progressé dans la recherche sur les systèmes racinaires, dans le domaine de l'arbre hors forêt. Des techniques arrivent aussi en aménagement urbain, mais la question de l'espace souterrain est également très importante, du volume de terre disponible. Quelle est la nature du sol? Même si on apporte de la terre, quel est son taux d'acidité? Est-ce que ça va correspondre aux besoins de l'arbre? Quelle est l'exposition aussi, bien sûr, puisque les arbres n'ont pas du tout les mêmes besoins en lumière.
et puis d'autres encore comme l'alimentation en eau. Donc cette réflexion, faire vraiment correspondre cette adéquation entre le tempérament d'un arbre et son lieu de plantation, où on va l'installer pour 60 ou 80 ans, est extrêmement importante et souvent un petit peu passée sous silence. Pour d'autres raisons, puisque ça peut être le critère esthétique qui va primer assez souvent. Donc pour éviter ce genre de problème d'arbres à trop grand développement à proximité des façades, donc qu'on est obligé de tailler sévèrement, blessant l'arbre et puis le rendant relativement inesthétique. D'autres problèmes, effectivement, en termes d'alimentation minérale. Là, on a une feuille de liquide en barre qui vraisemblablement a été plantée dans un milieu trop calcaire. Cet arbre appréciant les sols plutôt acides. Et donc là, on voit typiquement un symptôme de chlorose, voilà, une feuille qui va jaunir, puisque l'excès de calcium perturbe la photosynthèse et l'assimilation du fer. Donc voilà, là on aura des arbres qui vont être un petit peu jaunasses, qui vont vivoter, peut-être même dépérir à terme, parce qu'à l'origine, cette étude du sol n'a pas été réalisée convenablement. Ou d'autres petites phrases que je cite. Alors j'ai vu ça chez un tel, dans la ville d'un tel, ils ont ces arbres, ils sont très beaux. Oui, ça peut être une idée de départ, mais ensuite c'est largement insuffisant. Cet arbre est tellement beau dans le catalogue. Alors effectivement, comme je viens de le dire, l'aspect ornemental quelquefois prime, faute d'autres connaissances. Donc on ouvre des catalogues, on voit des beaux arbres avec des belles floraisons, des belles couleurs d'automne, et on les installe, on les plante allègrement, avec quelquefois au bout de 5 ou 10 ans des revers dans ces plantations. Le jour où il sera trop grand, on le taillera. Voilà, Jean-Michel a évoqué la question de la taille un peu systématique. Là, voilà, c'est se dire, bien réfléchir à l'amont. Est-ce que j'aurai l'espace disponible pour que cet arbre puisse se déployer? Ou au contraire, est-ce qu'on va devoir régulièrement l'étêter, le tailler, le rendre inesthétique, voire dangereux? Enfin, aussi d'autres idées reçues en disant tiens, là on met de l'arrosage automatique, l'arbre va être bien arrosé, il va bien pousser. Là encore, certains arbres, quand on regarde d'où ils viennent de milieux rocheux fissurés, des sols assez secs, qui vont chercher l'eau très en profondeur, ne supportent pas d'avoir les pieds dans l'eau, par exemple. Donc moi j'ai récemment vu des cèdres centenaires dépérir en quelques années parce qu'on avait refait la pelouse et installé dans un jardin privé et installé un système d'arrosage et trop arrosé, les cèdres ont fini par dépérir. Alors qu'aujourd'hui, ils dépérissent en France, mais plutôt par manque d'eau. C'est un autre sujet. Voilà. Attention dans certaines idées reçues ou un peu rapides. Alors ensuite, de manière plus concrète, quand vient le moment de la plantation, bien sûr, et ça je pense que Isabelle Glay tout à l'heure a bien montré tous les efforts qui avaient été faits dans les jardins pour donner le maximum de chance à ces arbres qu'on va installer dans une fosse qui a la taille qu'elle a pour quelques dizaines d'années. Donc le minimum à faire, effectivement, dans ce milieu hostile que peut être le milieu urbain, c'est d'aider au maximum l'arbre. Alors c'est assez technique, donc je ne vais pas plus le détailler, mais donc il y a le choix en pépinière, bien sûr. Ensuite, vous avez, très important, la taille de la fosse, entre 1 mètre cube et 10 mètres cubes. On se rend compte que c'est très très différent. Il y a des systèmes aussi de tranchées qui peuvent permettre aux arbres de déployer leur système racinaire. Bien sûr, la protection, on l'a un petit peu évoqué. La protection contre les chocs, éventuellement même contre le soleil. La question de l'arrosage aussi à prévoir au démarrage. Voilà, pour éviter ce genre de choses. Donc là, on a des plantations de magnolias assez récentes, du moins pas très anciennes, et on voit effectivement tous les arbres ont des longues blessures en orientation sud-sud-ouest, typiques des brûlures, des brûlures par le soleil. Tout ça parce qu'effectivement, on a peut-être par oubli ou pour gagner quelques euros, on n'a pas mis de protection, de canis ou autre. C'est quand même dommage puisque là, on a des plaies irréversibles qui vont se creuser, donc avec des arbres qui finiront par être creux et potentiellement, même ça reste des petits arbres très abîmés. Et au moment de la plantation, là, vous voyez une fosse de plantation qui paraît relativement petite. C'est un févier d'Amérique qui va devenir un très grand arbre. J'y vois pas non plus beaucoup de terre végétale. Voilà, donc ce moment crucial de la plantation, des arbres qui peuvent venir de loin, coûter cher. Il faut aller jusqu'au bout et vraiment, au moment de la plantation, ne pas lésiner, j'allais dire, sur les moyens. Alors, planter gros, c'est parier gros. Alors là aussi, voilà une tendance à la surenchère.
Et que là, tous les jours, je vois des communiqués aussi ou des publications sur un grand coup de fanfare c'est à celui qui plantera l'arbre le plus haut. Donc là, on a un exemple d'une commune que je ne citerai pas, d'un métaséquoia qui fait à peu près une vingtaine de mètres, planté en milieu urbain, à grand renfort de grues immenses. Donc là, quand on voit ça, on se dit, où va-t-on? Le mot est peut-être un peu fort, mais ne serait-ce que même un néophyte va se dire, mais un arbre comme ça, avec vous voyez la taille de la motte, qui paraît ridiculement petite, en termes d'équilibre. Alors bien sûr, il y a des systèmes d'ancrage, mais en termes de statique de l'arbre et de résistance au vent, en termes d'alimentation, on connaît aujourd'hui bien le rapport entre les interactions, au-delà de l'alimentation en eau, même en termes de développement hormonal entre les systèmes racinaires et les parties aériennes. Quand on voit ça, même si ces arbres sont préparés en pépinière, je trouve ça relativement, j'allais dire même choquant, hein. Prononçons le mot. Donc rappelons que plus l'arbre est transplanté, plus son architecture racinaire va être irrémédiablement perturbée, ça c'est un fait. Et puis quand on voit ces plantations, ce sont des coûts prohibitifs. Je n'évoque même pas le bilan carbone, hein, parce que cet arbre doit venir en plus de très loin. Quelle sera sa stabilité ? La difficulté de reprise, alors effectivement, ça c'est bien prouvé que ces arbres-là mettent beaucoup de temps à reprendre, s'ils reprennent correctement. Et au-delà de ça, en prenant un peu de hauteur, je pense que ça appelle aussi un certain questionnement, presque un peu philosophique, en se disant, qui interroge notre rapport à la nature en ville, dans les jardins. Puisque là, ça relève visiblement d'une impatience, on va dire presque un peu capricieuse. On veut du grand, mais sans laisser le temps à la nature. On introduit la nature, on la prend avec nous, mais sans lui laisser le temps de se déployer. On veut tout de suite quelque chose de très grand, de très beau. Voilà. Est-ce que c'est pas ce genre de démesure, hein, les philosophes diraient qu'on pêche un peu par hubris, par démesure, parce que ce que peut la technique, devons-nous forcément le faire, puisqu'effectivement on sait le faire. Et aujourd'hui, est-ce que cette démesure ne doit pas être un petit peu réfrénée ? Je pose la question. Alors, tout commence après la plantation. Effectivement, ne pas se dire j'ai planté mon arbre et voilà, après on le laisse se développer. Alors, dans l'absolu, il pourrait se développer seul. Mais, et comme l'a dit Jean-Michel, effectivement, notamment par rapport à la taille, l'arbre se débrouille très bien tout seul. C'est même un système, d'un point de vue physique extrêmement sophistiqué, qui permet de dissiper les contraintes du vent. En termes de résistance des matériaux, c'est assez extraordinaire. Donc l'arbre dans l'absolu n'a pas besoin d'être taillé, il va se débrouiller seul. Et puis toute opération de taille, de toute façon, perturbe de l'arbre, peut le perturber durablement et le rendre dangereux. Donc une fois qu'on a fait effectivement ce rappel, le fait qu'on l'introduise dans un milieu où justement il y a une certaine vulnérabilité, il y a pu y avoir du public, ou alors il doit cohabiter avec d'autres, avec des bâtiments, etc. Donc les contraintes qu'on lui impose demandent quand même, malgré tout par moment, d'intervenir sur l'arbre. Et ça, il ne faut pas forcément l'oublier. Donc dans les premières années, 5 à 10 ans, 15 ans, on a des tailles de formation. Par exemple, on coupe les branches basses pour adapter progressivement, le tout c'est d'être progressif, progressivement l'arbre à un gabarit routier, au passage des véhicules par exemple. Et mieux vaut le faire quand l'arbre est jeune, plutôt que de couper des sections de branches importantes. Après, une taille d'entretien, mais qui peut être très légère, ça va être enlever le bois mort, par exemple, qui se serait développé ou qui menacerait de tomber. Et là, je ne parle pas du tout de taille radicale, hein, qui doivent être bien sûr proscrites. Voilà, après, on a parlé des avenues avec des arbres. Même si c'est très joli, il faut quand même laisser aussi un petit peu de lumière pénétrer. Donc, on est quelquefois obligé de dépointer un petit peu les arbres, hein, du côté des façades. Des tailles sanitaires, hein, si un arbre a un champignon, on peut essayer d'isoler et de supprimer une branche. Des tailles de mise en sécurité, quand vraiment il y a une branche cassée, fissurée ou dangereuse, hein, creuse, on peut intervenir. Une taille d'accompagnement, ça c'est sur des très vieux arbres, peut-être plutôt dans des jardins, où là c'est quelque chose de très très fin. On peut essayer un petit peu de stimuler certaines réactions de l'arbre pour accompagner un déclin, une sénescence, mais qui peut être très longue. Voilà. Et ça doit vraiment être fait en cas de besoin et jamais systématique. On ne doit pas dire il y a 3 ans on est passé là, tiens il faut y repasser. Non, en fait, y a-t-il vraiment un besoin à intervenir ? Alors l'arbre, même s'il borde les rues, s'il peut border les rues, l'arbre n'est pas un lampadaire. Et
effectivement, les blessures, les mutilations sur les arbres, même si elles sont moins courantes, ont toujours lieu. Alors effectivement, aujourd'hui, on respecte, je pense, beaucoup mieux les parties aériennes, bien visibles, mais alors concernant les systèmes racinaires, quelquefois, on est vraiment très en deçà de ce qui devrait être fait, notamment à l'occasion des chantiers. Jean-Michel avait des photos tout à l'heure, en voici d'autres. Là, un tracé, futur tracé de tram, un bel alignement de cèdres, une centaine de cèdres de l'Atlas pyramidaux. Et là, effectivement, donc moi, j'ai fait un diagnostic, mais alors on m'a demandé après coup, alors c'est un peu étrange de faire après coup, mais donc là, vous voyez, à moins de à 30-40 cm des troncs, on a voilà, un fossé anti-char qui a été creusé. Et ce qui a un peu le cynisme est poussé un peu parce qu'on voit quand même ces arbres sont bien protégés, hein, ils ont une gaine plastique autour du tronc, mais comme j'ai dit à l'entreprise, j'ai dit vous feriez mieux d'enlever les gaines, quitte à mettre un coup de pelle sur le tronc plutôt que de mutiler 100 arbres de cette façon. Donc qu'en sera-t-il de ces arbres en termes de stabilité et en termes d'état physiologique dans quelques années? J'ai quelques doutes quant au succès de l'opération. Mais bon, malgré tout, si ça intervient dans 5 ou 10 ans, peut-être que ça interviendra au cours d'une autre mandature. Et c'est vrai que quelquefois, l'échelle de temps n'est pas la même entre des projets et un affichage ou de la communication et la réalité de la santé de l'arbre. Bon, après, des questions de taille aussi, ça aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux hein, les angles de coupe, les façons de tailler. Même si c'est amélioré, on a encore par moments des tailles peu respectueuses de la biologie et de la capacité de l'arbre à réagir. Voilà, une autre photo assez parlante. Donc là, on avait un stabilisé un peu ancien avec des chênes des marais, bon, qui, bon an, mal an, arrivait à survivre. Là, aujourd'hui, donc le stabilisé a été retiré. On a posé une grave, on a bien compacté. On voit un bout de racine, d'ailleurs, à côté de l'arbre qui sort. C'est bien une racine. Les racines ont été abîmées. Et puis, on a posé un enrobé. Donc, le sol est quasiment 100% imperméabilisé et tassé. Voilà, et pourtant le tronc est bien protégé, encore une fois, et je donne assez peu cher de cet alignement. 10 ans sera bien un maximum. Là, une autre photo parlante, un groupe de séquoias centenaires, Séquoia Saint-Père-Virens, et effectivement qui s'est vu installer à son pied tout un revêtement, un pavage avec des joints en ciment imperméables. Et puis malgré les plaques de roulement, des racines mises à nu et des engins sont intervenus. Et voilà, on voit au bout de 2 ans, le premier séquoia, celui de droite, qui commence à décliner rapidement. Aujourd'hui, son état a encore empiré, à tel point que la commune est en train de casser l'aménagement, ou au moins pour redonner une certaine perméabilité au sol en périphérie des séquoias. Peut-être que les 2 derniers survivront, mais j'ai malgré tout des doutes. Donc dans le cadre de ces travaux d'aménagement, le vrai courage, qu'il soit technique au niveau des concepteurs ou politique au niveau des décideurs, c'est soit d'adapter réellement le projet à l'arbre, de contourner, d'adapter, de laisser de l'espace, quitte à perdre d'autres usages, soit de l'abattre et de le remplacer. Et je pense qu'on fait trop souvent dans la demi-mesure, qui ne va pas forcément effectivement avoir d'impact à court terme, au moment de l'inauguration, mais dont on verra les effets funestes dans quelques années. 7e point, alors quand le roseau dit vrai, rappelez-vous du roseau effectivement qui rappelait au chêne que malgré son apparente solidité, il allait peut-être un jour tomber sous l'effet du vent ou autre. Et effectivement, les arbres peuvent tomber, et je parle de ça pour dire que il y a toujours, et Jean-Michel l'a évoqué, autour de l'arbre, il y a un aléa qui est possible, il y a un risque dans la mesure où on a effectivement des cibles en dessous, et il faut l'avoir en tête, voilà, le risque zéro n'existe pas. Un arbre peut tomber ou être dangereux, il peut tomber de façon inopinée, et ça on ne peut pas l'écarter, même si globalement 99,9% des arbres tiennent bien debout, certains arbres peuvent être plus fragiles, donc le risque, il faut bien l'avoir en tête. Voilà, du fait de sa grande taille, il y a forcément un certain aléa, avec des contraintes externes. Et rappelez aussi que nos interventions, quelquefois, accélèrent ou peuvent fragiliser les arbres sur un plan mécanique. Et aussi qu'un arbre bien vert, donc là, effectivement, quelquefois la communication, Emmanuel en a parlé, n'est pas forcément aisée, puisque un arbre bien vert peut être sur le point de tomber, puisque la partie structurelle de soutien, c'est vraiment le cœur de l'arbre, alors que la vie circule en périphérie. Donc l'arbre peut être relativement bien vert. La corrélation n'est pas toujours directe entre l'état feuillé et son état de solidité. Un petit peu pareil, mais donc là on était sur le plan mécanique, maintenant sur un plan physiologique, hein, même si l'arbre est un sage, il n'est pas immortel.
et donc aussi accepter un déclin qui peut être irréversible. Donc il y a le vieillissement naturel, des maladies qui arrivent et le changement climatique, on le voit au niveau des forêts, mais comme des arbres hors forêt, des dépérissements liés à ces changements climatiques. Alors même si on va quand même essayer de tout faire pour garder les arbres, Jean-Michel, aussi avoir en tête que l'abattage, c'est aussi un acte de gestion à part entière, et qu'à un moment, c'est finalement une solution à envisager, au-delà de l'attachement qu'on peut avoir à un arbre, mais une gestion durable aussi d'un espace, c'est aussi prévoir le remplacement pour avoir un alignement ou un bosquet qui sera beau dans une cinquantaine d'années. La palette végétale évolue, on a vu la recherche sur l'orme, qui est extrêmement intéressante, et puis aujourd'hui on introduit des essences plus méridionales, notamment en milieu urbain et dans les jardins. Voilà, la recherche des cultivars, ça je l'ai évoqué. Gagner en nombre ou en nombre. Alors effectivement, là, je rejoins le début de mon propos, effectivement, sur cette surenchère d'effectifs d'arbres plantés, en disant finalement, préfère-t-on avoir beaucoup d'arbres qu'on va rentrer un petit peu au chausse-pied, un peu partout, souvent ça peut être des petits arbres, faute de place, ou finalement, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'avoir moins d'arbres, mais qui auront vraiment de la place, qui nous feront de l'ombre un jour, et qui seront certainement en meilleure santé. Bon, là, c'était juste une petite photo anecdotique sur une porte d'hôtel. J'avais trouvé ça. Donc, j'ai caché le nom de l'hôtel, mais effectivement, j'ai vu que les serviettes plantaient des arbres. Donc, je me suis dit, là, c'est effectivement, tout le monde s'en préoccupe. De manière un peu plus triste, effectivement, on voit un alignement d'arbres plantés sur un trottoir. Alors, quel est l'avenir de cet alignement qui n'a pas vraiment de raison d'être, qui rend la circulation très impraticable. Voilà. Donc, mais par contre, est-ce que ça a été vraiment réfléchi? Est-ce que c'était aussi pour multiplier les plantations et faire un peu du chiffre? Alors, donc là, voilà l'illustration dont parlait Emmanuel, du décompte arbre par arbre, sachant que la quantité d'arbres plantés n'est en aucun cas un indicateur quelconque de verdissement ou de renaturation de l'espace urbain. Et une simple question, plantons-nous encore des arbres appelés à devenir de futurs arbres remarquables? Et enfin, j'en par là, les micro-forêts ou les forêts urbaines, est-ce du greenwashing? J'ai volontairement laissé le point d'interrogation pour pas que Jean-Michel me tombe dessus. Donc vous avez effectivement tous entendu parler de ces forêts urbaines. J'entendais encore ce matin en venant un communiqué dessus. Donc pour rappel, effectivement, l'idée c'est de planter de façon très dense une multitude d'essences sur des surfaces relativement petites, sur des terrains délaissés, des friches ou d'autres espaces en milieu urbain. Un exemple, voilà, donc plantons ensemble une micro-forêt sur l'avenue du Rhin. Donc je tairai le nom de la ville, mais vous avez peut-être une petite idée quand même. Et voilà, donc sur cette petite parcelle de 250 mètres carrés, 750 arbres vont être plantés. Donc c'est quand même c'est extraordinaire. Là aujourd'hui, vous avez 4 arbres à peu près à côté. Donc là, il y aura quand même 750 arbres. Et s'en suivent d'autres affirmations avec une biodiversité 100 fois supérieure, une densité 30 fois supérieure, un développement 10 fois plus rapide. C'est assez extraordinaire. Et en 20 ans, elle aura l'aspect d'une forêt naturelle centenaire. Alors effectivement, ces affirmations sont reprises, j'allais dire directement des allégations de M. Miyawaki, qui est le botaniste japonais, qui développe ce concept. Il faut savoir effectivement qu'aujourd'hui, il n'y a aucun fondement scientifique à ces affirmations. Et les quelques études menées tentent plutôt à les infirmer. Ce que tout forestier dirait au premier regard, ou tout écologue. Mais ces projets sont rarement portés par ces personnes-là, malheureusement. Alors, ce genre de projet est-il si révolutionnaire que ça? J'allais dire, la nature depuis des millions d'années et les forestiers, plus modestement depuis des siècles, travaillent ainsi. Des plantations denses qui petit à petit vont être éclaircies ou s'éclaircir naturellement. La fameuse richesse biologique des dizaines d'essences, il faut savoir, et du nombre d'arbres aussi, il faut savoir qu'on a une chute drastique du nombre d'arbres et de la diversité des espèces avec le temps par sélection naturelle dans une forêt. Et en soi, ça, c'est pas un mal, c'est un fait. Il y a une concurrence pour la lumière et voilà, seules les essences les plus compétitives vont tirer leur épingle du jeu. Donc à titre d'exemple, sur 100 000 semis de chêne à l'hectare, à peu près dans une forêt, qui peuvent par régénération naturelle, ne subsistera à terme qu'une centaine de sujets adultes. Donc voilà à peu près un arbre sur 100 mètres carrés. Donc vous voyez sur notre petite parcelle de tout à l'heure, à terme, il devrait y avoir en forêt peut-être 2 ou 3 arbres, 2 ou 3 gros arbres. Là, on nous parle de 750, c'est quand même magique.
Donc là, voilà une source que j'ai, une donnée de l'INRA. Effectivement, une étude a été faite et il semble qu'après une douzaine d'années, après la plantation, 60 à 80% des arbres d'une microforêt seront morts, auront disparu. Mais encore une fois, c'est un processus tout à fait normal. Il n'y a pas du tout de... C'est pas du tout négatif en soi, c'est une vérité. Et cette forêt, ce type de forêt est-il réellement modèle ? Voilà, il se trouve qu'on mélange de façon assez complète les différents stades dont j'ai parlé, essence d'ombre, essence de lumière, qui normalement arrivent de manière un peu graduelle. Donc, ce n'est pas réellement le cycle sylvigénétique de la forêt. On a des effets de bord très très importants, puisque comme ce sont des petites surfaces, il y a une grande sensibilité à tout ce qui peut arriver de l'extérieur, tout ce qui peut perturber le milieu, notamment une sensibilité aux perturbations. Et ce qui fait la résilience de la forêt, c'est justement son âge, très ancien souvent, et sa grande surface. Et le fonctionnement écologique de ces microforêts est aussi très différent, dans la mesure où on est sur des sols qui ne sont pas du tout des sols forestiers, qui mettent des années, voire des siècles à se former. Et voilà, il y a aussi des associations qui ont été un petit peu préparées à l'avance. Donc, pour conclure, effectivement, ces microforêts ou ces tentatives de plantation, c'est une très bonne chose d'introduire, mais attention à une certaine rhétorique, à une certaine communication autour de ces projets qui peuvent en plus être très coûteux. Voilà, et donc qu'il faut peut-être un petit peu réfléchir et aller un petit peu creuser et voir ce qu'il y a derrière. Pour conclure, je me permettrai de citer un aphorisme qui m'est venu au gré de mes plantations. Planter un arbre est une manière de vivre 2 fois. Et je souhaite vraiment que cette seconde vie soit la plus longue possible. Alors pour ça, comme j'essaie de vous le présenter, l'idée c'est vraiment pour chacun d'aller creuser, d'apprendre à connaître l'arbre, d'aller chercher la connaissance là où elle se trouve et pas forcément sous les projecteurs. Et je pense que ça va finir par infuser jusque dans le monde du paysage et des jardins. Et je suis quand même relativement confiant malgré tout. Je vous remercie de votre attention.